Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire du débat ce soir et à 2 jours du début de sa tournée prévue à Nantes, une question cruciale, faut-il interdire le provocateur antisémite Dieudonné? On en débattra tout à l'heure, mais tout d'abord, je reçois un scientifique français qui dit mort à la mort, Laurent Alexandre, chirurgien urologue qui s'intéresse à l'allongement de la durée de la vie humaine, donc au transhumanisme, comme quoi la vessie mène à tout. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je vous présente Nadia Dame et Mathieu Croissando, auquel je dis bonsoir. Quelle mine! Vous étiez dans les corons à Noël, où je ne... Hein, c'est ça. On va vous retrouver dans un instant pour évoquer vos derniers travaux sur ce fameux transhumanisme dont vous avez donné la définition. Rien de sexuel, hein, je crois. Le transhumanisme, rien de queer, rien de sexuel. Hein, c'est juste réparer le corps humain avec la technologie, c'est ça? D'accord. On vous retrouve juste après l'expresso de Thibaut Dolt. Choisir, c'est renoncer. Alors l'opiniâtre Laurent Alexandre a fait médecine, Sciences Po, l'ENA et HEC. Ensuite, il a opéré quelques prostates paresseuses, puis fondé le site Doctissimo, gagné 140 millions d'euros en le revendant et gagné la Belgique. Et comme partir c'est mourir un peu, il a écrit un petit précis d'immortalité appliquée. Car le docteur Alexandre, comme les cerveaux de Google en Californie ou de grands labos chinois en sont persuadés, la mort n'est qu'un obstacle technique à la vie perpétuelle. Une équation qu'il suffit de résoudre. Et grâce au NBIC, un cocktail nanoscientifique, biologique, informatique et cognitif, l'espérance de vie du genre humain sera demain sans limite. Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. L'humain séquencé, régénéré, augmenté qui soufflera ses 1000 bougies sur un gâteau de 3 mètres carrés tiendra de Frankenstein, Benjamin Button et Iron Man réunis. Mais dès hier, avec un larynx, un œil ou depuis le 18 décembre dernier, un cœur artificiel, la fusion homme-machine a commencé. Dieu a créé l'homme à son image, il a été imprudent. Ah, on est carrément dans la métaphysique. Laurent Alexandre, donc on a dit que cette première greffe réalisée par des équipes françaises le 18 décembre dernier, greffe d'un cœur artificiel, avait quand même marqué un moment clé dans l'histoire de l'hybridation entre le corps et la technologie. Qu'est-ce que c'est que ce tsunami technologique que vous nous annoncez? Vous dites on est à la veille d'un tsunami technologique. On voit bien que les technologies qui vont permettre de réparer le corps humain et de faire reculer la mort sont en train de s'installer. Ce qu'on appelle les technologies NBIC, les nanotechnologies qui agissent au niveau du milliardième de mètre, les biotechnologies, et notamment la génétique, l'informatique et les sciences du cerveau vont nous donner des moyens absolument extraordinaires pour faire reculer la mort. Mais il ne faut pas oublier que le recul de la mort, il est déjà ancien. Nous avons commencé à euthanasier la mort vers 1750. L'espérance de vie en 1750 en France est de 25 ans. 3, hein, elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Nous avons commencé à tuer la mort il y a déjà 250 ans et avec les technologies NBIC, nous allons aller plus fort et plus loin. Mais alors, au-delà de la superbe formule, nous avons tué la mort, etc., nous avons euthanasié la mort, est-ce qu'il y a des questions éthiques qui se posent à vous ou qui sont balayées? Parce qu'après tout, tout ce qui compte, c'est d'être prométhéen et de repousser les limites. Les questions éthiques sont considérables. Nous allons pouvoir régénérer nos tissus et nos organes grâce aux cellules souches. Nous allons modifier notre ADN dans les décennies qui viennent. Tout cela pose des questions philosophiques et politiques absolument vertigineuses. Mon sentiment, c'est que notre désir de ne pas souffrir, de ne pas vieillir et de ne pas mourir est tellement fort que nous allons accepter toutes les transgressions biotechnologiques, tous les sauts technologiques pour vivre plus longtemps. Alors je vous propose de regarder une infographie qui montre un peu les progrès spectaculaires qu'a accompli la médecine depuis quelques années et qui montre en gros qu'on peut réparer quasiment tous les organes, que ce soit par le biais des cellules souches ou en les remplaçant par des prothèses comme on l'a vu avec le cœur artificiel. Est-ce qu'on pourra tout remplacer à terme pour vous? On peut tout remplacer. Le cerveau pose un problème particulier puisqu'on ne peut pas remplacer le cerveau de quelqu'un par un autre cerveau, sauf à changer sa conscience. Mais si l'on prend l'ensemble des autres organes, au cours du XXIe siècle, on va pouvoir tout réparer, soit avec des prothèses mécaniques et électroniques comme le cœur artificiel Karma, soit avec des cellules souches, soit par des modifications nanotechnologiques ou génétiques. On a vu qu'il était possible de fabriquer des prothèses, de produire des prothèses avec des imprimantes 3D, des prothèses de main par exemple. On pourrait aller encore plus loin avec ça? Avec la technologie des cellules souches, les technologies génétiques et les imprimantes 3D à visée biologique, on va dans les décennies qui viennent pouvoir reconstruire n'importe quel organe. Mais il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Cela ne va pas se faire en quelques mois. C'est quelque chose qui va se déployer tout au long du XXIe siècle. Et donc la fabrication d'un rein à partir d'une imprimante 3D, on va y arriver.
mais probablement pas avant 2040 ou 2050. Parce que là, on vous entend, c'est évidemment proprement vertigineux. La science-fiction, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, et le changement aussi. Mais en attendant, contre le cancer, on n'a pas le sentiment d'avancer très vite, contre le sida non plus. Donc il y a comme ça une sorte de décalage entre ces visions que vous proposez, cette prospective scientifique vertigineuse, et des questions sur lesquelles on a le sentiment de buter encore. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait plus de maladies. Et je n'ai jamais dit que l'immortalité est pour demain matin. Si vous prenez le cas du cancer, nous guérissons à peu près un cancer sur 2 aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Grâce au progrès de la génétique et notamment l'analyse génétique des tumeurs, on va probablement améliorer dans les 10 années qui viennent beaucoup la prise en charge du cancer. Et on peut imaginer que le cancer deviendra une maladie chronique comme le sida l'est devenu à l'horizon 2025-2030. Mais tout ceci prend du temps et les technologies dont on parle, elles ne vont être disponibles que décennie après décennie. Alors vous dites, et là c'est au niveau des vocations qu'il s'agirait peut-être d'aiguillonner, il faudra de plus en plus de médecins qui maîtrisent le data, notamment en ce qui concerne l'ADN. Vous pouvez expliquer pourquoi ? Oui. Le séquençage ADN est en train de se démocratiser. Il y a déjà 1 million de personnes sur Terre dont l'ADN a été séquencé. Et un séquençage ADN, ça représente 10 téraoctets de données, c'est-à-dire 10 000 milliards d'informations par patient. Et même pour les tumeurs, c'est 20 000 milliards d'informations par patient. On comprend bien que le traitement de ces données nécessite que les médecins soient formés au big data, au data mining, c'est-à-dire à la gestion de grosses bases de données. Et où est-ce qu'ils le sont, et si Google rentre aujourd'hui dans le monde de la médecine, c'est bien parce que Google a observé que la médecine devient principalement de l'informatique et de la gestion de la data. Alors, on va y revenir dans un instant justement au cas Google qui nous intéresse beaucoup. Mais juste après, ADN. Voilà, oui. C'est intéressant, ça se démocratise, vous le dites, parce qu'il y a des sociétés privées qui proposent aux citoyens du monde entier de séquencer leur ADN. Il y en a plusieurs aux États-Unis notamment. Ça coûte pas si cher que ça. Pour moins de $100, on peut obtenir son séquençage, le séquençage de son ADN, un profil génétique. C'est assez simple. On envoie un échantillon de salive et on reçoit sous quelques semaines, il me semble, le code génétique avec des interprétations. On peut avoir notamment des informations sur les maladies qu'on est susceptible de contracter à cause de son patrimoine génétique. Il faut savoir que ce que ces sociétés proposent aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez archaïque. Ça n'est pas du séquençage. C'est du génotypage, c'est un petit peu le Minitel par rapport à l'Internet. Donc ces sociétés, notamment 23andMe, ne proposent pas de séquençage, hein, c'est quelque chose d'encore archaïque. Il est clair que ces technologies vont se généraliser. À titre personnel, je pense qu'il n'est pas raisonnable qu'une société propose directement aux patients le séquençage de son ADN. Je pense qu'il faut un médecin, un intermédiaire pour recevoir les informations. Quand on ne peut pas, de mon point de vue, vous annoncer par Internet que vous avez une mutation génétique qui va être mortelle. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Dans ma société de séquençage, je refuse de séquencer les particuliers. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. Je considère qu'il n'y a qu'un médecin qui peut servir d'intermédiaire entre le patient et puis le séquençage ADN du patient. Laurent Alexandre, vous évoquiez Google à l'instant. Google est en pointe dans tout ce qui est recherche sur l'espérance de vie et sur l'allongement de la vie. Pourquoi et comment ? Il y a 3 raisons. La première, c'est que la médecine, et notamment la médecine NBIC de demain, c'est d'abord de l'informatique, c'est des gros volumes de données. Et Google est le leader mondial du traitement du big data. La deuxième raison, c'est que Google a observé que les technologies NBIC sont en train d'arriver à maturité, notamment la génétique. Et puis la troisième raison, c'est une raison plus politique. Les principaux dirigeants de Google sont des intellectuels transhumanistes, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il est légitime d'utiliser toute la puissance des technologies NBIC pour faire reculer la mort. Ce sont ces 3 raisons qui expliquent que Google rentre dans la lutte contre la mort aujourd'hui. Justement, il finance notamment les travaux du pape du transhumanisme qui s'appelle Ray Kurzweil. Qu'est-ce que c'est au fond ? Est-ce que vous pouvez, pour le téléspectateur, définir très clairement ce que c'est que le transhumanisme ? Le transhumanisme est l'idéologie qui pense qu'il est légitime d'utiliser toute la technologie pour faire reculer la mort. Et pour réparer le corps. Quitte à nous changer, quitte à modifier notre identité biologique et génétique. Composée de gens différents qui seront plus ou moins réparés. Mais dont l'ADN aurait été modifié, dont le corps aurait été hybridé avec des machines électroniques. C'est en fait un pari faustien avec la technologie. Le transhumanisme juge ceci tout à fait légitime. À l'opposé, il y a les bioconservateurs qui pensent qu'il ne faut pas utiliser les technologies NBIC et qu'il vaut mieux mourir à 75 ans sans les NBIC que de mourir à 150 avec les NBIC. Il va y avoir dans les années et les décennies qui viennent un conflit entre Google, les transhumanistes d'un côté, et puis les bioconservateurs sur ce qu'il est légitime de faire pour faire reculer la mort. Laurent Alexandre, il y aura d'autant plus un conflit que derrière le transhumanisme, les détracteurs de ce transhumanisme évoquent le posthumanisme. Tout à fait. Quelles sont les limites aux modifications de notre corps ? Si l'on se projette non pas sur 10 ou 20 ans, mais sur 50 ans, 100 ans, 200 ans,
nous pourrions assister à l'émergence d'une humanité modifiée, biologiquement, hybridée avec des composants électroniques et qui n'aurait plus beaucoup de rapport avec l'humanité à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui. Donc en somme, on pourrait un petit peu craindre que Google, après ces attentats, entre guillemets, à la vie privée, que l'on sait, s'en prenne à la condition humaine. On peut aussi, peut-être beaucoup trop inquiet. On peut aussi voir les choses de façon plus positive et penser qu'une société avec l'intelligence, les capacités et la puissance de frappe financière comme Google, quand elle rentre dans le champ de la médecine, peut faire des progrès fantastiques à l'humanité, faire reculer la mort et la maladie. On peut aussi avoir une vision positive de l'action de Google. Vous roulez pour Google ? Je pense qu'il faut surveiller ce que fait Google, mais que Google peut beaucoup apporter à la santé. Merci Laurent Alexandre. Place au débat sur Dieudonné, ancien humoriste devenu provocateur politique atteint de psittaquisme antisémite obsessionnel. Faut-il l'interdire, lui et ses spectacles, au risque évidemment de mélanger droit et morale, justice et police, et d'en faire un martyr de la libre expression, ce qui serait un comble. On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Je ne suis pas antisémite si c'est ça qui vous fait peur. Non! Je ne dis pas que je ne le serai jamais. Hein. Dieudonné ou les dérives d'un ancien humoriste populaire. Je n'ai pas à choisir entre les juifs et les nazis. Je suis neutre dans cette affaire. Qui a provoqué qui a volé qui? J'ai ma petite idée, mais enfin... Dieudonné s'amuse, provoque. Déjà plusieurs fois condamné pour injures raciales et antisémitisme, il récidive sur le net et sur scène avec un nouveau spectacle programmé dans plusieurs grandes villes de France. Une tournée que le ministre de l'Intérieur souhaite faire interdire. Il s'agit de spectacles où on tient des propos antisémites et racistes, punis par la loi. Manuel Valls a donc envoyé hier une circulaire au préfet, un mode d'emploi pour empêcher Dieudonné de se produire sur scène en invoquant les risques de troubles à l'ordre public. D'ores et déjà, le préfet de Loire-Atlantique a signé un arrêté d'interdiction pour le spectacle prévu jeudi à Nantes. Des démarches similaires se profilent à Tours, Bordeaux et Strasbourg. Mais cela suffira-t-il à faire fléchir Dieudonné? Il compte bien contester devant la justice toutes les interdictions et dans le passé, il a eu gain de cause à plusieurs reprises au nom de la liberté d'expression. Une liberté revendiquée par les soutiens et les fans de Dieudonné. On peut blaguer des Noirs, on peut blaguer des Arabes, on peut blaguer des Blancs, mais on peut pas blaguer des Juifs. En ce moment en France, on a d'autres soucis plutôt que de venir s'occuper d'un comique qui fait dénoncer certaines choses qui sont quand même très réelles. L'humoriste qui fait scandale à ses adeptes et tisse sa toile sur les réseaux sociaux. Ces vidéos sont vues par des millions de personnes. Alors sur le net ou sur scène, peut-on stopper Dieudonné ? Bonsoir à tous les deux. Vous serez trois, mais un petit peu plus tard pendant le débat. Pascal Bruckner, bonsoir. Vous êtes romancier, essayiste. À côté de vous, Emmanuel Pierrat, fameux avocat spécialiste du droit, des médias et de la culture. Vous êtes aussi polygraphe, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et tout à l'heure va nous rejoindre Jean-Yves Camus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une question d'un de nos internautes. Oui, on peut préciser quand même, on s'en doutait un peu, que les fans et les adeptes de Dieudonné sont bien sur Internet, puisqu'ils nous ont adressé plein de messages au sujet de cette émission que je ne vais pas relayer ce soir. En revanche, on a reçu cette question. Comment concilier liberté d'expression et censure, la France étant souvent condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à ce titre? Emmanuel Pierrat, est-ce que Dieudonné a des chances de gagner juridiquement cette bataille? Oui, je pense qu'il est le mieux parti juridiquement. Ça ne veut pas dire qu'il va réellement gagner la bataille économique, par exemple, du maintien de sa tournée. Donc, il faut remettre les choses un petit peu en droit. En droit, on parle de deux choses. On parle du contenu du spectacle. Oui. Le contenu du spectacle en tant que tel, Dieudonné a déjà été condamné pour les propos, pour les spectacles, mais a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait vu les spectacles, qu'on avait enregistré ou filmé ce qu'il avait fait. Et pour cela, il n'y a pas besoin de changer la loi. Et pour cela, il n'y a pas besoin de changer la loi. La difficulté à laquelle est confronté Manuel Valls ou auquel sont confrontés les maires et les préfets, c'est l'interdiction en amont. Donc, ce qui consiste à invoquer, la seule possibilité, c'est le trouble à l'ordre public. Le fameux trouble à l'ordre public, ça veut dire qu'il faut démontrer qu'il y aurait un attroupement susceptible de ne pas pouvoir être contenu par les forces de police. Et là, on ne parle plus du spectacle en tant que tel, on parle éventuellement des spectateurs ou même des militants anti-Dieudonné qui viendraient, Arnaud Klarsfeld et d'autres, comme ils appellent, à manifester, par exemple, et qui pourraient avoir des pierres à la main ou j'en sais rien. Donc, ce serait une interdiction préventive. Une interdiction préventive. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est très compliqué juridiquement pour un tribunal, même a posteriori, d'admettre qu'en amont,
on a imaginé ce qui allait se passer de telle façon qu'on était certain qu'il fallait l'interdire parce qu'il y aurait eu des débordements. Ça veut dire juste que sans remonter même à la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État pourrait casser la circulaire. Il y a 3 ans, Dieudonné a subi une interdiction en Loire-Atlantique de la part d'un maire. Et le Conseil d'État, le tribunal administratif lui a donné tort à la commune, le Conseil d'État a donné tort à la commune. Et si jamais la Cour européenne des droits de l'homme était saisie, elle donnerait encore une fois tort, cette fois-ci, à la France. Donc, ce qui veut dire que le combat juridique est gagné par Dieudonné. En revanche, économiquement, je pense que comme il est pris de vitesse, le temps qu'il saisisse les tribunaux, il peut être mis à mal parce que ses tournées s'écroulent, parce que les salles de spectacle refusent de le recevoir en attendant une période de risque. Précisément, Pascal Bruckner, vous êtes plutôt opposé à l'interdiction et au fond à toute forme de censure, mais vous dites juste laissons faire la justice. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu embêtant si Emmanuel Pierrat nous explique que Dieudonné peut gagner, a des chances de gagner sur le plan juridique. Cette interdiction, du coup, va peut-être rencontrer ses limites. Et alors là, il y a vraiment 2 conceptions qui s'opposent. La conception anglo-saxonne, notamment américaine, qui, elle, ne censure rien. Vous pouvez, aux États-Unis, aller sur le site du parti nazi. Il existe avec sa croix gammée. Ce que sanctionnent les Américains, c'est l'appel au meurtre. Et alors qu'en France, l'État est un État plus paternel qui dicte ou qui a tendance à dicter aux citoyens ce qu'il doit ou ne doit pas penser. Et je remarque d'ailleurs que notre gouvernement socialiste aime punir. Il y a la punition avec le sourire de Nadjet Vallaud-Belkacem pour les clients des prostituées. Maintenant, il y a la punition plus martiale de notre ministre de l'Intérieur. La question qu'il faut se poser dans les 2 cas, surtout dans le cas de Dieudonné, c'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va véritablement le mettre hors d'état de nuire? Or, je remarque que depuis Noël, Dieudonné n'a jamais été aussi populaire, non seulement en France, mais dans le monde entier, puisque en Israël, aux États-Unis, au Moyen-Orient, il est devenu la question à débattre. La polémique lui profite à chaque fois, elle lui apporte de plus en plus il s'enrichit de la polémique, donc l'interdire, c'est le servir. Et puis, on peut quand même se demander pourquoi maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon premier débat avec Dieudonné en 2002 au moment de la guerre en Irak, fin 2002, début 2003. Déjà, il était celui qu'il est devenu, c'est-à-dire un homme pour qui... Qui est-il ? Le monde est menacé par 2 grandes forces, les États-Unis et Israël, mais Israël étant le véritable maître d'œuvre des manœuvres souterraines et du pouvoir universel. Et au fond, il n'a jamais caché ce qu'il pensait Dieudonné. Il le dit, il le répète, c'est plus fort que lui. L'antisémitisme est une passion chez lui, donc c'est une passion... Passion négative, mais une passion haineuse. C'est une passion énorme, surtout. Ouais. Et donc, pourquoi intervenir aujourd'hui? C'est ça la question qu'on peut se poser. Mais pourquoi intervenir aujourd'hui? Vous dire l'intervention de Manuel Valls. De Manuel Valls, c'est une question politique. Voilà, vous posez la question du moment plutôt politique. Et quelle est votre réponse, à votre l'été hypothèse, 2012, Pascal Bruckner? Je n'en sais rien, justement. C'est la question. Vous en avez une? Vous avez une hypothèse, Emmanuel On peut imaginer un calendrier politique, on peut imaginer des tas de raisons. Ou une réaction à ce qui s'est passé autour de Christiane Taubira. Il peut y avoir plein de raisons. Il y a volonté d'être Premier ministre, ainsi de suite. Pour la gauche de se dédouaner de la critique qui lui avait été faite au début des années 2000. Le gouvernement Jospin, Valls était à Matignon à l'époque. Et puis Valls les Roms, etc. Donc Valls a besoin éventuellement, s'il veut être Premier ministre, de donner des cautions à gauche. Et donc de donner l'impression qu'il lutte contre l'antisémitisme. Mais au-delà de ça, je pense que Dieudonné n'est plus le même nécessairement qu'auparavant. Moi, je pense qu'on assiste à une surenchère. Il est dans la droite ligne des négationnistes, qui en rajoutent une couche à chaque fois et qui exploitent un filon, non pas en répétant, mais en augmentant et en démultipliant les actions. Il y a une surenchère chez Dieudonné, il y a aussi une surenchère dans le niveau de réaction. Je vous propose d'écouter ce matin ce que déclarait François Hollande, donc le président de la République lui-même, s'est mêlé de ce débat, sans le nommer toutefois, on va le voir. Face à l'antisémitisme, face aux troubles à l'ordre public que suscitent des provocations indignes, face aux humiliations que représentent les discriminations, je demande aux représentants de l'État, en particulier au préfet, d'être vigilants et inflexibles. Pascal Bruckner, ça vous paraît disproportionné que le président de la République intervienne sur ce thème, sur Dieudonné en particulier? C'est-à-dire que je regrette qu'il ne l'ait pas fait pour Taubira. Je pense que la France manque de sang-froid globalement face à ces phénomène, et l'affaire Taubira aurait pu être arrêtée en une intervention du président défendant un ministre de son exécutif. Et ensuite, les choses seraient redevenues normales. Et là, on a l'impression que peut-être Hollande veut rattraper son retard, et donc là, il surenchérit sur Valls dans un phénomène qui paraît, pour le coup, une concurrence entre 2 ministres.
Entre deux hommes du gouvernement, pardon. Oui, il est toujours président de la République, sous le toujours gouvernement de président de François la Hollande. République. On voit bien ce que Autant vous pour souhaitez, moi. mais pas encore. Jean-Yves Camus, bonsoir. Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes politologue spécialiste de l'extrême droite. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Et donc, nous venions de poser cette question de l'interdiction de ces risques juridiques, c'est-à-dire peut-elle profiter à Dieudonné? Quel est votre sentiment sur la question? Moi, je ne suis pas juriste. Je pense effectivement qu'il y a un risque. Mais à un moment donné, Manuel Valls ne pouvait plus faire autrement que de se lancer dans la décision qu'il a prise, tout simplement parce que la pression montait, parce que aussi des quantités de mesures qui auraient pu être prises avant contre Dieudonné. Ces spectacles ne l'ont pas été. Il a hérité en quelque sorte d'une patate chaude que le gouvernement précédent aurait pu résoudre, parce qu'il y avait beaucoup de grands moulinets sur l'antisémitisme, si vous voulez, mais à un moment donné, il fallait marquer un coup d'arrêt. Aujourd'hui, c'est lui qui peut le marquer. En même temps, des mesures, il y en a eu. Enfin, il y a eu des condamnations. Je vous propose de regarder le chiffre du jour. C'est 65 290 €. Dieudonné n'a pas parlé impunément depuis 10 ans. Il s'est fait condamner 10 fois. Le problème, c'est qu'il n'a pas payé. Il n'est pas solvable. Alors comment est-ce que ça se fait? Comment on peut échapper à ça? Pardon, il n'est pas solvable, mais au-delà de ça, il y a un changement de logique. À partir du moment où l'État se réapproprie, on va dire, le rôle du censeur, on peut l'appeler comme ça, même si on peut être pour la liberté d'expression et pour l'application d'une certaine censure. C'est pas la même chose que les associations antiracistes qui toutes seules sont montées au créneau jusqu'ici. Quand c'était la LICRA, l'Union des étudiants juifs de France, le MRAP, ça n'a pas la même portée. Donc le fait que d'un seul coup l'État s'en mêle, c'est aussi l'aveu que la politique précédente n'a pas fonctionné également. Donc il y a une logique à ce qu'ils interviennent désormais et à ce qu'ils choisissent véritablement une façon plus musclée. Jean-Yves Camus? Je n'étais pas très favorable à la multiplication des poursuites judiciaires par le milieu associatif, parce que je pensais dès le départ que c'était précisément ce que Dieudonné souhaitait pour être victimisé, pour vendre davantage ses produits, ce qui est finalement le fond de l'affaire. C'est un excellent commerçant, de ces spectacles et des produits dérivés qui vont avec. La stratégie de harcèlement judiciaire a effectivement débouché sur des condamnations, mais l'exemplarité de la condamnation, elle était assortie de la peine d'amende. Et vous ne vous acquittez de votre condamnation que si vous réglez l'amende. Si vous pouvez en toute impunité vous faire condamner et ne pas régler les amendes qui vont avec, c'est comme si c'est pire que si rien ne s'était passé. Donc impunité, c'est le mot-clé. Au fond, il y a une impunité totale. Il y a Donc, une comment impunité faire financière totale, il n'y a pas d'impunité pénale puisqu'il a été condamné, donc plusieurs fois de manière définitive. Mais le moyen le plus efficace de contrer Dieudonné aujourd'hui pour vous, c'est de le frapper au portefeuille et du coup de l'asphyxier économiquement? Incontestablement, parce que nous sommes en face d'un phénomène qui devient un phénomène sectaire et qu'il n'y a malheureusement plus grand-chose à faire pour ramener à la raison une partie, je dis bien une partie, de ceux qui sont dans le culte d'un gourou et des idées délirantes qu'il propage. Vous utilisez le terme de gourou pour parler de Dieudonné? J'utilise le terme de gourou. Vous avez assisté à un de ces spectacles, l'un de vous trois? Enfin, pardon de poser la question, mais comme on parle... Moi, j'ai habité Passage de la Main d'Or, donc vous savez, j'ai changé d'adresse, heureusement, donc, parce que ça devient compliqué. Est-ce que vous avez analysé, vous, Pascal Bruckner, qui est un homme de mots, un écrivain et un essayiste, est-ce que vous avez analysé le verbatim, c'est-à-dire les spectacles, l'utilisation des points de suspension, de l'ambiguïté, des silences, ou en tout cas des absences dans les textes, mais qui permettent à tout un chacun de projeter ses fantasmes antisémites? Je pense notamment à ce qui a été dit sur Patrick Cohen, le journaliste de France Inter, avec le mot chambre à gaz derrière les points de suspension, qui permet aux gens d'organiser leurs phrases eux-mêmes, et ils ne tombent pas sous le coup de la loi, a priori. Vous êtes penché sur ça? Penché pas trop, mais oui, j'ai regardé avant de venir une partie des spectacles de Dieudonné, et c'est vrai qu'il y a une surenchère dans la haine antisémite. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, il savait jusqu'où il fallait ne pas transgresser trop loin, et maintenant, on a l'impression que c'est plus fort que lui. Ça lui sort, il faut absolument nommer l'ennemi de l'humanité. Et là, j'ai regardé juste avant de venir un sketch sur Elie Wiesel et sur le fait que donc les Juifs réclament des milliards en compensation de leurs souffrances. Et on sent bien que finalement, même lui n'arrive plus à se censurer. Vous pensez que c'est ça ou que c'est à la limite plus mercantile et c'est pour faire parler de lui? C'est-à-dire quand on parle moins de lui, il pousse le bouchon plus loin, il transgresse plus, davantage? Non, je crois que l'explication économique ne suffit pas. Cet homme est habité par la haine des Juifs, et donc cette haine le déborde. Et évidemment, on peut l'associer à une sorte de concurrence des mémoires. C'est-à-dire que Dieudonné met en permanence en avant l'esclavage africain,
pour expliquer que c'est cela le vrai crime contre l'humanité et qu'au fond la Shoah, soit c'est quelque chose de secondaire, soit c'est quelque chose qui n'a jamais existé, d'où le fait d'avoir mis Forisson en avant et d'avoir célébré ce professeur de négationnisme. Mais évidemment, l'avantage de Dieudonné sur tous les antisémites classiques, c'est qu'il est plus drôle, il fait rire. Et qu'il joue sur son ambiguïté d'humoriste, on continue à utiliser le terme humoriste. Et alors, chaque fois qu'on utilise le terme humoriste dans la presse, on lui donne on lui rend arguments au tribunal. On lui rend service. Aurélie Filippetti, ce matin, déclare ce n'est plus un artiste. Est-ce que c'est bien naïf de dire qu'il est artiste? Nadia, est-ce qu'on peut revenir sur quelque chose de très symbolique et de très fort, qui est ce signe de la quenelle? Oui, parce qu'il n'y a pas que les spectacles ou que les vidéos sur YouTube qui peuvent obtenir plus de 2 millions de vues, c'est important de le préciser. Il y a effectivement ce geste de ralliement qui est la quenelle, c'est lui qui a donné ce nom-là. La quenelle, on a commencé à la voir en 2009, donc on peut l'interpréter de différentes manières. Un bras d'honneur, un salut nazi inversé. Alors Dieudonné, ses adeptes, ils s'en défendent totalement, sauf que quand on regarde certaines photos, on voit que certains quenelliers, c'est comme ça qu'on les appelle, ils vont pratiquer ce geste avec une claire intention antisémite en fonction de l'endroit où la photo a été prise, c'est-à-dire c'est des lieux emblématiques de la souffrance juive. Là, on va voir l'écrivain d'extrême droite Alain Soral devant le mémorial de la Shoah, un jeune homme devant l'école juive où Mohamed Merah a tué un homme et ses 3 enfants, devant un wagon de train qui a servi à déporter des juifs à Drancy, ou devant une adresse devant l'impasse du Four. Donc c'est le contexte qui fait un acte antisémite. Un député UDI veut interdire ce geste. Emmanuel Pierrat, est-ce que c'est possible également? Est-ce que le droit français prévoit d'interdire un geste, d'en faire un délit? Qui a été déposé à l'Institution nationale. Le droit français pourrait interdire des tas de gestes qui consistent en vol ou qui consistent en tout tas de choses. Donc on peut punir les gens. On pourrait imaginer, je ne sais pas ce que ça deviendrait à l'aune d'une censure par le Conseil constitutionnel, mais pourquoi pas. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Autant je suis convaincu que la bonne solution, c'est de saisir économiquement Dieudonné par le cou et de lui faire fermer toutes ces salles de spectacle possibles et de vraiment de faire une politique de table rase devant lui. Que faut-il faire contre ces personnes-là qui vont se prendre en photo devant ces lieux? Je pense qu'à partir du moment où on s'en prend à leur idole, entre guillemets, et que cette idole sera véritablement mise à terre et démasquée, entre guillemets, on nous fera diminuer largement le nombre de quenelliers, je m'en suis plus le terme, voilà. Jean-Yves Camus, au fond, le plus inquiétant, est-ce que c'est Dieudonné ou est-ce que c'est l'écho qu'il rencontre quand on voit le nombre de vues, le nombre de gestes, le nombre de photos de ces quenelles? Et ces idolâtres, dans ce que vous dites être une sorte de secte. On peut considérer que le personnage est inquiétant, parce qu'effectivement, une constante dans la méchanceté, qui est tout de même assez remarquable. On a visiblement, je n'ai en tout cas pas envie de rire de ce que dit Dieudonné, de la même manière que je pouvais rire de ce que disait Pierre Desproges, qui était des fois extrêmement corrosif, voire au-delà des limites de l'admissible. Les fidèles sont effectivement plus inquiétants, comme tous les fidèles de secte d'ailleurs, parce qu'ils se retranchent du monde réel en étant pendant des heures derrière leur écran d'ordinateur à regarder ces vidéos, et qu'ils se privent eux-mêmes de cet engagement dans la vie sociale, dans la vie associative, dans la vie politique, qui pourrait pour le coup faire d'eux des acteurs de quelque chose. Mais honnêtement, s'ils veulent véritablement être utiles à la cause palestinienne qu'ils défendent tant, qu'ils s'engagent dans les associations. Mais ils ont l'impression, sur le terrain. Ils ont l'impression, de faire de la politique, de faire des gestes. Mais ils ne font rigoureusement rien. Si vous voulez aider la population palestinienne, partez dans une mission avec une ONG, là où véritablement vous rendrez service aux Palestiniens. Mais c'est évidemment beaucoup plus difficile que d'appuyer sur clic derrière son ordinateur. Juste, on connaît leurs arguments. Ils disent c'est antisioniste et pas antisémite, c'est antisystème. Est-ce que ça tient la route, cette argumentation, Pascal Bruckner? Quant à la destruction symbolique à laquelle ce livre Dieudonné... Non, ça ne tient pas bien la route, parce que c'est bien que l'antisionisme est devenu, pour beaucoup, la permission d'être antisémite, mais sous couvert en toute honnêteté. Politique. Et bien sûr, il faut distinguer entre la critique légitime de la politique du gouvernement israélien et la remise en cause de l'État israélien en tant que tel. Donc c'est deux choses très différentes. Mais là, non, c'est les Juifs en tant que peuple avide, selon eux, de domination mondiale qui sont mis en cause. Alors, ce qui est intéressant chez les adeptes de Dieudonné, quand ils sont interviewés à la télévision, à la radio, c'est que tout chez eux va sous l'angle du ça va de soi. Bon, vous savez très bien de quoi je veux parler. Donc ça veut dire qu'ils sont les dénonciateurs d'un complot dont nous sommes tous les acteurs plus ou moins, et qui consiste donc à
Au fond, ce sont les vieux ressorts de l'antisémitisme à la française. C'est les juifs dominent le monde, ils tiennent l'argent, ils tiennent les médias. Ça n'a pas vraiment changé. Oui, mais réactivé quand même par la dimension de l'esclavage, de la colonisation. Et c'est ça. Des ingrédients nouveaux, on est d'accord. Avec la nouvelle technologie comme Fonso, ça donne l'impression d'un antisémitisme nouveau, mais en réalité, il épuise de vieilles recettes, non? Ça renouvelle. Jean-Yves Camus, avec le risque de réattiser, si tant est que ce soit encore nécessaire, la haine ou les frictions entre les communautés et de réattiser un communautarisme en France? Oui, mais honnêtement, je crois qu'il ne faut pas faire, c'est une passion très française, comme si nous étions au bord de la guerre civile. Ou au bord des années 30. Ou au bord des années 30. Ce qui est fondamental, c'est que ce qui se passe en ce moment met un petit peu à mal la thèse du nouvel antisémitisme. Autrement dit, on a effectivement affaire à de nouveaux acteurs de l'antisémitisme, mais à des vieilles recettes. La théorie du complot, elle n'est pas née avec Dieudonné. Les ressorts sont toujours les mêmes. La maîtrise des médias, de l'argent et de la politique. Il y a une dernière chose qu'il faut dire, c'est qu'en réduisant ce geste de la quenelle à un salut nazi inversé, on induit par là que la mesure de tout antisémitisme, c'est le national-socialisme. Or, c'est une erreur fondamentale, parce qu'à l'aune de ce qu'a fait le national-socialisme, tous les antisémites contemporains sont des petits-enfants. Ça n'est pas pour autant qu'il faut les laisser faire. Alors, oui, on va accueillir Juan Gomez. Il est temps d'accueillir Juan Gomez qui va débouler en chaloupant, comme d'habitude. Juan Gomez, hola, qu'est-ce que le voici, notre homme du monde. Et précisément, on était en train de parler d'Israël il y a un instant. Juan Gomez, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point la fameuse quenelle de Dieudonné choque Israël? Et effectivement, c'est vrai que cette polémique Dieudonné fait réagir également la classe politique sur place. C'est pas tant son spectacle qui suscite des commentaires, c'est plus sa quenelle qui suscite l'inquiétude. Il y a eu beaucoup de réactions, notamment celle du président de la Knesset, du Parlement, qui a dénoncé une nouvelle vague antisémite. Le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a même posté, lui, sur sa page Facebook, un commentaire qualifiant, je cite, la quenelle comme un condensé problématique de l'Europe dans ses relations avec les Juifs et avec Israël. Les médias s'intéressent également au phénomène. Par exemple, la chaîne de télévision Channel 10 a consacré un sujet dans son journal du soir. Alors mes téléspectateurs ont expliqué, mes confrères ont expliqué aux téléspectateurs ce qu'était la quenelle. Ils l'ont présenté comme un geste récupéré par les pro-nazis, qu'il était devenu d'ailleurs très populaire en Europe et que certains touristes poussaient la provocation jusqu'à se faire tirer le portrait devant le célèbre mur des lamentations à Jérusalem. Je vous propose d'ailleurs de regarder un extrait de ce reportage. Voici des photos de touristes français faisant le geste antisémite devant des lieux juifs. Les personnes autour ne comprennent pas ce qu'il se passe. Même un soldat de Tsahal s'est naïvement laissé photographier à côté d'un quenellier. Tous ne comprennent pas le geste, tous n'en comprennent pas la signification. Voilà, alors face à ces nombreuses réactions, évidemment, le premier secrétaire de l'ambassade de France à Jérusalem s'est exprimé. Il a assuré de l'engagement du gouvernement français à la sécurité des Juifs de France. Alors, est-ce dû au climat ou plutôt au choc de l'affaire Mera? En tout cas, regardez ces chiffres, ils sont intéressants. L'année dernière, plus de 3000 Français juifs ont immigré en Israël, soit une augmentation de 63% par rapport à 2012. Il s'agit de la vague la plus importante, vague de départ de ces 8 dernières années. D'ailleurs, rappelez-vous, en 2004, Ariel Sharon, à l'époque Premier ministre, avait suscité la polémique, effectivement, en appelant les Juifs de France à s'installer en Israël aussi vite que possible, avait-il dit, en raison de l'augmentation de l'antisémitisme dans leur pays. Et quand on interroge les médias français pour essayer de comprendre justement les statistiques de l'année dernière, pour eux, il n'y a pas de doute. Il y a certes la situation économique en France, mais surtout la hausse des actes antisémites. En tout cas, il y a une chose qui est très claire, et on le voit bien, c'est que le gouvernement de Benyamin Netanyahou fait tout pour attirer les Français, qui constituent, rappelons-le, la plus importante communauté juive d'Europe. Et pour faciliter leur intégration professionnelle, eh bien, le gouvernement a décidé que les diplômes français concernant les professions médicales, paramédicales, également celles de conseiller fiscal, eh bien, ces diplômes sont désormais reconnus en Israël. Tout de même, l'objectif affiché par Jérusalem est très ambitieux. Il s'agit d'inciter 42 000 Français à s'installer en Israël d'ici à 2017. 42 000 personnes, c'est presque 10% de la communauté juive de France. Jean-Yves Camus, Dieudonné, qui se proclame farouchement antisioniste, est-ce que d'une certaine façon, il n'est pas le meilleur allié, l'allié objectif de Benyamin Netanyahou, en créant un climat qui pourrait pousser... ça c'est très audacieux. Voilà, une théorie complotiste. Encore un complot au carré. C'est un sujet que je connais bien parce que beaucoup de mes amis, beaucoup de mes voisins partent. Mais ils sont mus par un idéal. Ce sont généralement des gens religieux. Ce sont des gens religieux ou très religieux qui, depuis longtemps, et bien avant que Dieudonné apparaisse, avaient déjà ce projet qui est un véritable projet de vie. Et puis aussi, attention, ce sont des chiffres des départs. Oui. Mais moi,
moi, je voudrais voir 5 ans après le solde net des départs moins les retours. Et malheureusement, du point de vue sioniste en tout cas, ces retours sont nombreux. Parce qu'Israël, c'est pas l'Europe en un petit peu plus loin. C'est un pays qui n'a pas véritablement besoin de tous les Français. Il y a des problèmes de langue. On est maintenant à la 3e génération d'Israéliens nés sur le sol de quelque chose qui est un État, qui est une nation. Ouais. Alors, on va revenir aux moyens de lutter contre la propagation d'idées nauséabondes et haïssables par Dieudonné, l'antisémite. Enfin, on peut le dire. Il va sans doute nous faire un procès, peu importe. On a vu que l'interdiction pose des problèmes. Alors, est-ce que on combat des idées par d'autres idées, Pascal Bruckner? Par une pédagogie? Comment fait-on? Oui, bien sûr, c'est la pédagogie. Comment extirpe-t-on? C'est-à-dire quand, par exemple, Dieudonné explique que les Juifs ont joué un rôle majeur dans la traite. Alors là, vous sortez le code noir. Là, on sort le code noir. Il y a pourquoi. une très bonne introduction par Louis Salamolins, qui est un professeur à la Sorbonne, et qui démontre que l'article 1 du code noir, promulgué sous Louis XIV en 1685, interdisait aux Juifs, indignes du nom de chrétiens, d'exercer la traite et de s'établir dans les îles où l'esclavage était florissant. Donc, déjà, il y a des arguments historiques très simples à opposer à Dieudonné. Après, c'est du domaine de la passion, de l'irrationnel, donc effectivement, la pédagogie ne peut rien, mais quand même, on pourrait, dès l'école, introduire quelques notions très claires. Mais la pédagogie, elle est dans la circulaire de Manuel Valls. Hein. Quand on la lit jusqu'au bout, la circulaire, elle s'appuie d'abord sur l'interdiction, etc. Et puis à la fin, elle dit malgré tout qu'elle demande mission au préfet, elle donne mission au préfet de solliciter la réactivité des comités départementaux qui existent, alors qu'ils ont un nom, un acronyme très technique, mais en gros qui sont chargés d'organiser des opérations pédagogiques dans chaque école pour lutter contre le racisme, etc. et l'antisémitisme. Et tous les racistes. Donc finalement, Valls est sur les deux bons registres. Hein. D'un côté, on va dire la force, entre guillemets, de frappe et le bras de fer, et de l'autre côté, la pédagogie. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Est-ce que les médias doivent également jouer un rôle? Est-ce que par exemple, on devrait moins en parler ou cesser d'en parler? Non, on devrait en parler différemment. Moi, ça fait plusieurs jours que je regarde avec effondrement, encore une fois, la terminologie d'humoriste Dieudonné. À partir du moment où on est sur le humoriste Dieudonné, et quand on dit même le polémiste Dieudonné, quand on dit les spectacles de Dieudonné, non, ça n'est pas nécessairement un spectacle. Le spectacle, ça connote quelque chose de drôle, de ludique et de joyeux. Ce n'est pas le cas, on est dans une morbidité. Je ne sais pas. Les meetings, ça y ressemble, non? Vous l'avez vu un peu, si vous regardez à cause de la façon dont il parle. D'ailleurs, il ne cherche plus nécessairement à susciter des rires. Hein. Emmanuel Pierrat, je voudrais poser une question à Jean-Yves Camus. Êtes-vous étonné par le fait qu'il n'y a pas un sursaut populaire qui mettent les gens dans les rues pour protester contre cet antisémitisme, contre ces propos-là? Est-ce que ça vous étonne? Il y a une sorte d'aquabonisme ou de banalisation Depuis quelques mois, je n'en suis plus très persuadé. J'ai l'impression que le vent tourne et qu'il y a, notamment sur la question de la frontière très ténue entre l'antisionisme et l'antisémitisme, une prise de conscience réelle chez nombre de nos concitoyens qui se sont finalement aperçus que, d'une part, l'antisionisme n'était pas un problème français. Et je veux dire, la question pour le Français qui est touché par la crise aujourd'hui, c'est pas de savoir si le sionisme est une idéologie qui est positive ou négative, c'est sa vie quotidienne et les problèmes qu'il a affrontés. Deuxièmement, la limite entre l'antisionisme et l'antisémitisme, elle apparaît de plus en plus clairement comme étant quand même extrêmement surjouée par les antisionistes. Quand on écoute Dieudonné, on sait bien de quoi il est question. Il n'est pas question de la critique de Théodore Herzl. Et ça, je pense, moi, que cela apparaît, même à des gens qui n'ont pas une conscience politique très vive de ce que sont les enjeux du Moyen-Orient et du sionisme. Parfait, ce sera le mot de la fin pour ce soir. Place à Désintox, personne n'est à l'abri de cette brigade de vérification des assertions plutôt fantaisistes du personnel politique français. Ce soir, baptême du feu. Ah oui, pour un jeune député UMP, Sébastien Huyghe, ce surgeon inconnu sauf de sa maman et de ses administrés du Nord, va connaître son quart d'heure warolien à propos du cumul des mandats. C'est parti, Sébastien. Flashé par Désintox aujourd'hui, le député UMP Sébastien Huyghe à propos du cumul des mandats. Les champions du cumul sont plutôt sur la gauche de l'hémicycle. Quand vous voyez le nombre de députés maires, de présidents de conseil général, maires socialistes, de présidents de conseil régional. Il y a plus de députés maires de droite que de députés maires de gauche. Ça mérite d'être compté. Alors que les parlementaires s'apprêtent à voter une loi restreignant les possibilités de cumul des mandats, il y aurait donc plus de cumulards du côté des députés de gauche que chez ceux de droite. Désintox a suivi les conseils de Sébastien Huyghe et compté les mandats cumulés par les 577 députés de l'Assemblée nationale.
Verdict, contrairement à ce qu'il affirme, il y a davantage de députés maires dans les rangs de l'UMP que dans ceux du PS. En fait, un député UMP sur 2 est aussi maire, contre 1 sur 3 côté socialiste. Pour tout cela, il va falloir faire vite, car le projet de loi prévoit qu'en 2017, il sera impossible de cumuler un mandat de maire ou d'adjoint au maire avec celui de député ou sénateur. Les députés ou sénateurs ne pourront pas non plus être président ou vice-président de conseil général, de conseil régional ou d'une communauté de communes. Et c'est là l'astuce, les députés socialistes ont en fait mieux anticipé ces futures règles que leurs homologues de droite. Car s'ils sont moins nombreux à être maires, ils sont bien plus à être de simples conseillers municipaux. 75 députés socialistes sont concernés contre seulement 33 à l'UMP. Bref, si l'on prend en compte tous les types de cumuls possibles, les 2 principaux partis de l'Assemblée sont plutôt à renvoyer dos à dos avec un bonnet d'âne chacun. Il leur reste du chemin pour arriver au niveau d'Europe Écologie Les Verts, le parti le plus exemplaire à l'Assemblée puisque 9 de ses députés sur 15 n'ont aucun autre mandat à leur actif. Merci à tous, merci à tous les 3. À suivre sur Arte, Requiem pour la poiscaille. Et oui, une théma sur la fin du poisson à foison, les dents de l'amertume. À demain 20h05, bis morgen, tchuss.